bonjour à tous. J'appelle Philippe Alkouri. Je suis étudiant. Je suis doctorant en troisième année à l'Université de Nantes. Et aujourd'hui, je vais présenter un bref résumé de mon projet de thèse intitulé Analyse de comportement dynamique d'une éolienne offshore avec la prise en compte de l'interaction sol-monopio-structure. Cette thèse est réalisée sous la direction du professeur Abdelhamid Soubra de l'Université de Nantes et sous l'encadrement du professeur Mourad Aït Ahmad et Dr Valentine Rey. Tout d'abord, ce projet que je vais vous présenter aujourd'hui dans cette présentation couvre trois thématiques. Le premier partie présente un calcul des propriétés modales, c'est-à-dire les fréquences propres et les modes de vibration d'une éolienne offshore posée sur un monopieux de grand diamètre. Le deuxième partie étudie les réponses dynamiques de l'éolienne en effectuant une analyse dynamique non linéaire avec la prise en compte des charges environnementales stochastiques et avec la prise en compte des lois de comportement avancées pour le sable. Et dans la troisième partie, je vais présenter un système actif de dissipation d'énergie afin de réduire les vibrations excessives de l'éolienne causées par le chargement de vent et de houle. Je vais commencer tout d'abord avec le premier parti qui a comme objectif de calculer les propriétés modales d'une éolienne offshore posée sur un monopieux d'un grand diamètre. Si on regarde sur la figure, on peut voir qu'il est recommandé pour un concepteur de choisir une fréquence propre d'une éolienne qui se situe en dehors des fréquences d'excitation afin d'éviter la résonance. Si on regarde la figure, on peut voir qu'il y a déjà trois options trois options de conception. Il y a déjà le soft design où la fréquence à choisir de la système doit être inférieure à 1P. Ici, P, c'est la fréquence de rotation du rotor. L'autre option, c'est le soft stiff design où la fréquence s'est choisie entre 1P et 3P. La troisième option, c'est le stiff design où la fréquence choisie, ça doit être supérieure à 3P. Le concept de soft stiff design où la fréquence est choisie entre 1P et 3P est le concept le plus courant dans les applications offshore et surtout pour les éoliennes posées sur de monopieux, car cette solution est le plus économique. Cependant, si on regarde sur la figure, on peut voir que dans cette zone, c'est-à-dire dans le concept soft stiff, où la fréquence doit être entre 1P et 3P, la plage de la fréquence naturelle est très étroite. C'est pour ça un calcul précis de ce paramètre est nécessaire. Alors, pour l'importance d'un calcul précis de la fréquence propre exige alors la considération d'un modèle, d'un outil numérique fiable. À cet effet, dans le cadre de ce projet, on a développé un modèle numérique tridimensionnel rigoureux. Le modèle tridimensionnel développé, c'était pour une éolienne multimégawatts de capacité de 10 MW, c'était le DTU 10 MW, qui est posé sur un monopieux de grand diamètre. Le diamètre de monopieux, c'était égal à 8,3 mètres. Le modèle tridimensionnel développé considère simultanément la modélisation explicite des composantes de superstructure, c'est-à-dire les pales, le tour, la pièce de transition, le hub et le nacelle. Et aussi, il considère en même temps un modèle tridimensionnel pour le sol afin de modéliser de manière explicite l'interaction entre le sol et la structure. Pour le calcul de la fréquence propre d'une éolienne offshore, il faut déjà connaître les propriétés élastiques du sol. C'est pour ça, dans le cadre de ce projet, on a basé sur des données CPT pour définir les propriétés élastiques du sol dans les zones de petite déformation. On a parti du profil de résistance aux pointes QC défini par une corrélation donnée par Christopherson en fonction de la densité relative du sol. Après, en fonction de QC, on peut obtenir les autres propriétés élastiques du sol comme le module de cisaillement à petite déformation G0, le coefficient de Poisson et finalement le module Young à petite déformation qu'on a besoin d'introduire dans le modèle tridimensionnel afin de calculer les fréquences et les modes de vibration, les fréquences et les modes de vibration de l'éolienne.
Ici, la figure et le tableau montrent les 12 premières fréquences propres et les modes de vibration correspondantes de l'éolienne 10 MW installée dans du sable lâche de densité relative égale 20%. En se basant sur les résultats, on peut voir que les modes principaux sont les les modes principaux sont les deux premiers modes de flexion de la tour dans les directions latérales, c'est-à-dire side-side, qui est représenté ici le mode 1, et dans les directions avant-arrière, c'est en anglais fore-aft, de l'éolienne, mais si on regarde aussi au niveau des valeurs, on peut voir que la différence entre ces deux fréquences est très faible. C'est parce que à cause que la tour et la fondation de l'éolienne ont déjà des formes de symétrie axiale. Maintenant, il faut, avant de faire une analyse dynamique, il faut déjà connaître que dans la littérature, dans la pratique, on utilise souvent des différents modèles simplifiés pour la fondation et pour la superstructure quand on va modéliser une éolienne offshore. C'est pour ça la connaissance de la précision de ce modèle simplifié pour la fondation et pour la superstructure est nécessaire lorsqu'on va faire un calcul des propriétés modales de l'éolienne. Pour répondre à ces questions, dans le cadre de ce projet, on a choisi 5 modèles simplifiés pour la fondation. Le premier modèle, c'est le Fixed Base Model. Dans ce modèle, le sol et la fondation sont complètement négligés. Et le tour est fixé à son base au niveau du mudline. Le deuxième modèle, c'est le Coupled Spring Model, où le sol et le monopieux sont remplacés par un matrice de rigidité au niveau du mudline, c'est-à-dire un ressort de translation, un ressort de rotation, un ressort de couplage croisé ou cross-coupling spring. Le troisième modèle, c'est le modèle d'apparent fixity, qui est déjà installé dans plusieurs outils de simulation d'aéroservo élastique comme FAST ou Flex ou Bladed. Le modèle Apparent Fixity, il existe déjà dans ces outils numériques. Le modèle Apparent Fixity consiste à remplacer le sol et la fondation par un cylindre dont les propriétés, c'est-à-dire les propriétés sont la longueur et la rigidité en flexion, sont calculées à partir de la matrice de rigidité équivalente du système pieux-sol. On a le quatrième modèle, c'est le Improved Apparent Fixity. C'est un modèle qui a été récemment proposé à l'Université norvégienne de sciences et technologies, NTNU. Le Improved Apparent Fixity consiste à remplacer la sol et la fondation par deux cylindres consécutifs dont les propriétés sont déterminées à partir pas seulement les composantes diagonales, comme dans le cas de l'apparent fixity, mais en fonction des composantes diagonales et hors diagonales de la matrice de rigidité. Et finalement, le modèle le plus connu, c'est qui est le modèle de courbe de réaction, courbe PY, au distributed spring. Dans ce modèle, le sol est remplacé par un ensemble de ressorts distribués sur la longueur du pieu. Pour le distributed spring, on a considéré 3 différents courbes PY. Le premier, c'est des courbes PY basées sur le module de réaction du sol, Modulus of Subgrade Reaction, qui a été développé par VESIC et qui est déjà très utilisé pour le calcul des fréquences propres quand on utilise seulement les propriétés élastiques du sol. Le deuxième sont les courbes PY recommandées par l'API pour le sable. Et les troisième courbes PY utilisées sont des courbes PY obtenues en se basant sur des données CPT en utilisant une corrélation récemment proposée par Sorisent and Lehan qui peut nous donner des courbes PY en se basant sur un profil de CPT mesuré, profil de QC mesuré. Et la figure ici, je ne veux pas entrer dans le détail comme on n'a pas beaucoup de temps, mais la figure ici, le tableau donne les valeurs de la fréquence, de la première fréquence propre obtenue en utilisant les différents modèles simplifiés pour la fondation. En comparant la valeur de la fréquence propre avec la valeur de la fréquence propre obtenue avec le modèle 3D, on peut déduire directement que l'utilisation on peut constater que la considération de l'interaction sol-structure
a une influence significative sur la fréquence naturelle. On peut déjà remarquer une diminution de l'ordre de 12,4% lorsque l'interaction sol-structure n'est pas considérée, c'est-à-dire le fixed base model. Concernant les différents modèles simplifiés de fondation, on a trouvé que l'improved apparent fixity, celle qui est récemment proposée par l'université NTNU et qui est calibrée sur des simulations 3D, donne le meilleur résultat au niveau de la fréquence propre. Une déviation seulement de l'ordre de 2,5% a été obtenue. Les courbes PY qui sont basées sur le module de subgrade reaction, il vient en seconde place après le modèle d'Improved Apparent Fixity, car l'équation qui nous donne les courbes PY en se basant sur le modus of subgrade reaction, c'est directement proportionnel à la valeur du sol, du module de Young du sol à type de formation. Mais par contre, les courbes PY qui sont obtenues en se basant sur des données CPT, ils nous donnent une valeur bien éloignée de la valeur de la fréquence propre. On a obtenu une déviation de l'ordre de 14,9%. Concernant les modèles simplifiés, comme on a déjà dit dans la pratique, il y a aussi des simplifications qui est déjà utilisable au niveau, pas seulement de la fondation, mais aussi au niveau de la superstructure. Pour étudier l'influence de ces simplifications sur la valeur de la fréquence propre calculée, on a considéré 3 modèles simplifiés. Le premier modèle, qui est modèle 1, on a enlevé la modélisation explicite de l'ensemble rotor-nacelle et on a le remplacé par un masse qui est localisé au sommet du tour, et bien précisément dans le centre de masse du nacelle. Dans le modèle 2, on a remplacé la modélisation explicite de la tour qui était déjà modélisée par des éléments de coque, par des éléments simplifiés de poutre. Et le troisième modèle dans lequel on a modélisé le tour comme un cylindre ayant des propriétés équivalentes au lieu d'utiliser un tour conique. En se basant sur les résultats, on trouve que déjà la simplification, l'utilisation ou le remplacement de l'ensemble rotor-nacelle par un masse simplifié au sommet du tour et même la modélisation de la tour par des éléments de poutre au lieu des éléments de coque donne des résultats acceptables au niveau de la fréquence propre, c'est-à-dire lorsqu'on veut calculer des fréquences propres pour une éolienne, on peut déjà utiliser la simplification de remplacer l'ensemble rotor-nacelle simplement par un masse au sommet du tour. Mais bien sûr, au sommet du tour, il doit être localisé dans le centre de masse du nacelle. Et même, on peut utiliser des éléments de poutre pour modéliser le tour. Ces deux simplifications sont acceptables lors de la calcul de la fréquence propre. Par contre, dans le troisième modèle, où on a déjà remplacé le tour par un cylindre de dimensions équivalentes, il a déjà abouti à une sous-estimation de la fréquence de l'ordre de 11,4%, c'est-à-dire cette approximation qui est déjà utilisée dans la pratique et dans la littérature de la remplacement de la tour par un cylindre équivalent n'aboutit pas à des résultats fiables lors de la calcul de la fréquence propre d'une éolienne. Maintenant, on va passer vers ce diapo qui a comme objectif de comparer le modèle proposé dans le cadre du projet PISA avec le modèle tridimensionnel. Je ne veux pas entrer dans le détail du modèle PISA, mais il suffit seulement de connaître que le modèle PISA, je pense que tout le monde connaît, c'est dans le cadre du modèle du projet PISA, les gens ils ont déjà proposé des courbes de réaction supplémentaires à côté des courbes PY, comme le distributed moment, le long de queue, un base shear, un base moment.
Le but de cette diapo seulement de comparer la précision ou l'efficacité du modèle PISA lors de la calcul de fréquences propres. À ce titre d'exemple, on a considéré 3 types de sols. Le Codentil qui est un exemple d'un argile surconsolidée, le Dunkerque qui est un exemple d'un sable de densité relative entre 45% et 90%, et le Buchanan Clay qui est un exemple d'un argile molle. En se basant sur les résultats, on a trouvé que le modèle PISA il donne des résultats excellents qui collent bien avec le modèle 3D lors de la calcul de la fréquence propre d'une éolienne, bien sûr, posée sur un monopieux. Maintenant, on va passer vers le deuxième objectif de ce projet qui est la calcul qui sert à la calcul des réponses dynamiques d'une éolienne offshore multimégawatts posée sur un monopieux de grand diamètre en utilisant un modèle tridimensionnel d'éléments finis qu'on vient de présenter avant. Mais ce modèle qu'on va faire avec ce modèle l'analyse dynamique, on va considérer à côté de la modélisation explicite de la superstructure et de l'interaction sur la structure, on va considérer des lois de comportement avancées pour le sable. Dans le cadre de ce projet, on a considéré 2 lois de comportement avancées qui sont l'hypoplastique avec des formations intergranulaires et la loi de comportement Sani-5 version 2014. Les 2 lois de comportement considérées, ils ont été calibrées sur le même sable fin de Karlsruhe. Ils ont été calibrés à la fin pour qu'on puisse comparer les résultats entre les 2 lois de comportement. Des simulations dynamiques non linéaires de durée de 10 minutes ont été effectuées sur le logiciel Abacus dans la présence des charges environnementales simulées d'une façon stochastique. Les cas de chargement considérés sont le cas de chargement 10 et 17 issus du projet Upwind, qui est un site situé en mer du Nord et qui a une profondeur d'eau de 25 mètres et qui est convenable pour des fondations de type monopieux. On va présenter dans les diapos suivantes les résultats principaux de ce calcul dynamique. Ici, nous sommes en train de présenter les réponses structurelles, c'est-à-dire le déplacement de la tour, le déplacement de l'éolienne au sommet du tour dans la direction fore-aft, c'est-à-dire dans la direction avant-arrière, dans la direction du vent. En haut, nous sommes en train de présenter le résultat pour load case 10. En bas, c'est pour load case 17. Les courbes en noir, ce sont les courbes simulées par la loi de comportement hypoplastique. Et les courbes en rouge sont les courbes simulées par la loi de comportement Sani-Sand. À droite, nous sommes en train de présenter les réponses temporelles et à gauche, nous sommes en train de présenter les réponses fréquentielles. En se basant sur les résultats, on a obtenu que soit si on utilise le Sani-Sand ou soit si on utilise l'hypoplastique, les réponses structurelles de l'éolienne sont les mêmes. C'est pour ça on a conclu que la loi de comportement n'a pas un effet sur les réponses structurelles d'une éolienne posée sur un monopieux lors de la calcul dynamique, les réponses dynamiques, structurelles dynamiques. Par contre, si on examine les réponses géotechniques, ici nous sommes en train de montrer les réponses au niveau du mudline, le déplacement du monopieux au niveau du mudline pour les 2 cas de chargement et pour les 2 lois de comportement. Et à gauche, nous sommes en train de présenter la déformation maximale en échelle logarithmique dans le sol au voisinage du monopieux. On peut voir que les réponses géotechniques dépendent fortement de la choix de la loi de comportement. Par contre, aux réponses structurelles, dans les réponses structurelles, on a vu que les lois de comportement n'ont pas un effet important sur la réponse structurelle. Par contre, sur la réponse géotechnique, on a obtenu que la loi de comportement a un effet non négligeable. Et en comparant les 2 lois de comportement d'hypoplastique et de Sani-Sand, on a obtenu des formations plus élevées dans le cas d'utilisation d'hypoplastique, c'est-à-dire le Sani-Sand il est en train de simuler un comportement plus rigide par rapport à celle simulée par la loi de comportement d'hypoplastique.
Pour étudier l'effet de la densité relative sur les réponses dynamiques, comme aujourd'hui c'est un séminaire géotechnique, on voulait présenter l'effet de la densité relative. Il y a d'autres résultats à présenter, mais on a vu que ça va être mieux pour le séminaire d'aujourd'hui. Pour étudier l'effet de la densité relative, on a considéré trois densités relatives de 20, 50 et 80%. Les résultats qui sont présentés ici sont simulés avec les lois de comportement d'hypoplastique pour le cas de chargement 17. Ici, nous sommes en train de montrer la réponse structurelle, c'est-à-dire le déplacement au sommet du tour dans la direction 4F pour les trois densités relatives. Ici, c'est la réponse temporelle, ici, c'est la réponse fréquentielle. Et à gauche, nous sommes en train de présenter les réponses géotechniques. Ici, c'est le déplacement aux têtes du pieu au niveau du Madeleine. Et ça, c'est la rotation du monopieu au niveau du Madeleine. En se basant sur le résultat, on a obtenu que la densité relative a un effet. On a obtenu que les réponses dynamiques de l'éolienne, soit structurelles, soit géotechniques, sont fortement affectées par le choix, par la valeur de la densité relative. À titre d'exemple, on a vu que le taux de réduction de la PIC et de RMS sont de l'ordre de 34,6% et de 29,6% pour le déplacement du monopieu, lorsque la densité relative augmente de 20% jusqu'au 90%. Maintenant, on va passer vers le troisième objectif, vers la troisième partie de ce projet qui a comme une titre la réduction des vibrations d'une éolienne en utilisant un ATMD. L'objectif de ce parti est d'étudier l'atténuation des vibrations excessives d'une éolienne afin d'assurer la sécurité structurelle et d'augmenter la durée de vie de ces composantes. À cet égard, dans cette thèse, une nouvelle technique a été proposée dans laquelle l'analyse par élément fini a été combinée avec un système de contrôle pour étudier la performance en temps réel d'un système de dissipation d'énergie, actif de type ATMD. C'est quoi le ATMD? Le ATMD, comme vous êtes en train de voir sur la figure, c'est composé d'un système passif. TMD, c'est Tuned Mass Damper. C'est un ensemble de masse, ressort, un amortisseur qui va être installé au sommet du tour. On peut l'installer dans n'importe quel endroit, c'est en fonction de nos besoins, à quels paramètres on va réduire. Alors, le ATMD, c'est composé d'un système passif, passive TMD, avec un actionneur actif de contrôle, actionneur de contrôle actif. L'utilisation d'un TMD passif a été utilisée avec succès dans les structures dans le domaine de génie civil. Par exemple, ici, nous sommes en train de montrer un TMD passif qui était déjà installé au sommet du centre financier mondial de Taipei au Taïwan. Il était déjà installé, c'est un TMD de type passif. Dans le cadre de ce projet, nous sommes en train d'étudier la performance, pas d'un TMD passif, mais d'un TMD actif, c'est-à-dire avec le TMD actif, on a développé un système de contrôle qui était déjà combiné avec l'analyse, avec le modèle d'éléments finis qu'on a déjà développé dans le cadre de ce projet pour étudier la performance en temps réel d'un système de dissipation actif de type TMD. Ici, nous sommes en train de présenter un peu des résultats obtenus. Ici, c'est le déplacement de l'éolienne au sommet, c'est-à-dire au sommet du tour. En noir, nous sommes en train de présenter la réponse sans système de dissipation. En rouge, nous sommes en train de présenter la réponse obtenue lorsqu'on utilise un système, un TMD passif. Et ici, en bleu, nous sommes en train de présenter la réponse obtenue lorsqu'on a appliqué le système de contrôle avec le TMD passif. Sur la base des résultats obtenus, on peut voir que l'ATMD passif et actif sont capables de bien réduire la réponse au sommet de la tour.
la réduction lors de l'utilisation de l'ATMD, ici la figure à gauche, étant beaucoup plus importante que celle dans le cas du TMD. À titre d'exemple, on a vu que la réduction, c'est de l'ordre de 36,2% pour le pic et de 61,3% au niveau de RMS. En plus de la réduction au niveau de la sommet, nous sommes en train de présenter ici la réponse de l'éolienne au niveau du Madline. Ici, nous sommes en train de présenter le déplacement du monopieux au niveau du Madline. Ici, nous sommes en train de présenter la rotation du monopieux au niveau du Madline. On peut voir sur les courbes que les systèmes de dissipation d'énergie passif et actif permet de bien réduire aussi les vibrations au niveau du Madline. Il faut noter ici que la réduction de la réponse vibratoire au niveau du Madline peut conduire à une prolongation de la durée de vie en fatigue de l'éolien. C'est-à-dire, si on arrive à réduire les vibrations au sommet, on a obtenu que les vibrations sont aussi réduites au niveau du Madline, qui peut avoir une influence au long terme, c'est-à-dire au niveau de durée de vie et de calcul de fatigue pour un éolien. Finalement, je vais passer vers les conclusions, quelques conclusions qui sont obtenues dans ce projet et qui peuvent être résumées comme suit. Tout d'abord, la première fréquence de vibration de l'éolienne a été considérablement réduite lorsque l'interaction sol-structure est prise en compte. L'approche de Improved Apparent Fixity ajustée sur des simulations 3D a permis d'obtenir une excellente estimation de la première fréquence propre. La simplification de l'ensemble rotor-nacelle par une masse localisée au niveau de la tour, au niveau de la sommet de la tour, s'avère être une simplification acceptable pour le calcul de la fréquence propre. Le modèle de fondation PISA donne une excellente estimation de la première fréquence propre. Le choix de la loi de comportement du sable a un effet négligeable sur la réponse structurelle de l'éolienne au sommet du tour. Par contre, son effet sur les réponses géotechniques étant très importantes. Les réponses dynamiques de l'éolienne dépendent fortement de la densité relative du sable. Cependant, sa fréquence naturelle est légèrement affectée par la densité du sol. Et finalement, le système de contrôle des vibrations, soit TMD passif ou TMD actif, se sont avérés prometteurs pour la réduction des vibrations de l'éolien. Quelques références et les résultats qu'on n'a pas présentés aujourd'hui dans le cadre de ce séminaire peuvent être trouvés dans nos articles. Il y a des articles qui ont été déjà publiés et des articles qui sont en cours d'être publiés. Merci. Merci. Il y a des questions de la sienne. Merci. Et j'ai une question à propos de l'atténuation des vibrations sur les dernières états. Donc, vous montrez les vibrations de l'horizontale, vous ne montrez pas le compo spectral. On a l'impression que il reste comme les composantes de basse fréquence, elles ne sont pas du tout atténuées. Non, il y a déjà les réponses fréquentielles, mais on a enlevé ça à cause du temps. Oui, d'accord. Alors, du coup, c'est pas grave. Je veux juste vous poser la question parce qu'il reste le contenu de basse fréquence, il n'est pas atténué. La valeur de la fréquence ou le spectre fréquentiel? Je parle en fait quand on passe du noir au rouge au bleu. Oui. On voit qu'on a, on a atténué les composantes de haute fréquence, mais on voit bien que la composante basse fréquence, elle est de main. Donc j'imagine que dans le spectre, on doit avoir un décalage du spectre vers les basses fréquences. Non, pour la spectre. Pas un décalage, mais je veux dire une atténuation essentiellement des hautes fréquences, non? Non, pour la spectre, si je fais le spectre de ce réponse, je veux obtenir une pic sur la fréquence propre, sur la première fréquence propre, c'est-à-dire je veux obtenir une courbe comme ça. Une courbe comme ça. Oui, mais vous avez quand même oui, c'est un pic, mais il y a quand même une...
Oui, largeur en bas, quoi. il y a des petites. Oui, mais celle qui m'intéresse, c'est ça la fréquence propre, la première fréquence propre de l'éolien, c'est ça. Oui. Si je fais la réponse fréquentielle de celle avec TMD au son TMD, son système de dissipation d'énergie, je peux obtenir une réponse qui est à peu près comme ça, sans TMD. Avec TMD, je vais obtenir une réponse qui est à peu près comme ça. Okay. Mais sur la même, à peu près sur la même fréquence. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que le reste du spectre, il est conservé. Oui, oui, car le TMD, déjà le TMD qui est là, il y a déjà son masse, son raideur et son amortisseur. Ils sont déjà calibrés tel que son fréquence naturelle du TMD elle-même soit égale à la fréquence propre de l'éolienne. Parce qu'en fait, l'histoire de la fatigue et de l'endommagement, elle est essentiellement due à cette fréquence-là. Non, pour faire des calculs de fatigue, il faut faire beaucoup de simulations. Mais on a conclu que si on réduit les vibrations, car pour faire un calcul de fatigue, il faut déjà faire beaucoup de simulations au niveau, et prendre, par exemple, si on est en train de considérer un éolien posé sur un monopieux, les zones d'intérêt, ça va être au niveau du madline. C'est là où il y a le maximum moment, le bending moment maximal, ça va être au niveau du madline. Il faut faire, pour faire un calcul de fatigue, il faut déjà trouver les profils de variation du moment en fonction de beaucoup de cas de chargement. Si on arrive à réduire déjà le profil de vibration au niveau du madline, c'est-à-dire ce qui implique directement qu'on peut réduire le fatigue. Mais on n'a pas fait de calcul de fatigue. C'était en dehors de ce projet. Une autre question. Tu as présenté tout à l'heure des simplifications au niveau de la prise en compte du sol, et on s'aperçoit que le CPT 2014 en cours PY, il n'est pas bon, c'est même un des moins bons. Est-ce que tu l'expliques? Est-ce qu'on ne sait pas trop pourquoi il répond mal? On a déjà une petite explication pour nous. Celle qui est le cours PY basé sur les essais CPT. On met peut-être la slide. Oui, le cours PY, c'est là. C'était là. Le cours PY basé sur des essais CPT, la formule déjà, c'est en fonction de QC. D'accord? C'est en fonction de la valeur du contact resistance, c'est-à-dire en fonction de QC. Qui est là, contact resistance. Dans les CCPT, il mesure la valeur de la résistance aux pointes du cône, d'accord, QC. La formule donnée, la formulation de PY en fonction de CPT, c'est donné en fonction de QC. Si je suis en train de parler entre les courbes PY données par le CPT et par exemple celle de API. Par contre, celles données par API, c'est en fonction de l'angle de frottement et la valeur et le point initial de la courbe du subgrade reaction. Et si on prend le troisième modèle simplifié qui est basé sur le subgrade reaction, qui est là, car les trois sont des modèles PY. D'accord? Celle qui est là, la formule qui donne le courbe PY en fonction du modèle de subgrade reaction, c'est directement en fonction de G0. G0, c'est le modèle de cisaillement à type de formation. D'accord? Dans le modèle tridimensionnel, nous sommes en train d'appliquer G0, soit G0, soit E0, c'est le même. Ça, c'est une relation d'élasticité égale de G facteur 1 plus mu. Alors, c'est pour ça le modèle basé sur le modulus of subgrade reaction, qui est fonction de G0, il donne le meilleur résultat par rapport à celle qui est en fonction de QC. Est-ce que la physique est plus proche? Oui, parce que ça, c'est une explication à mon niveau. Peut-être il y a une autre explication, mais pour moi... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Excusez-moi pour la... Ah, une question.
Oui, je vais poser une question, s'il vous plaît, en ligne. Oui, allez-y, monsieur. Je vais poser à Monsieur Philippe une petite question en ce qui concerne l'utilisation de la méthode API. Mais généralement, je suis nouveau en ce domaine-là, mais une petite question que je sais que la méthode API présente plusieurs limitations. En ce qui concerne la longueur du pieu utilisé, en ce qui concerne la sensibilité pour les argiles à low plasticity, et en ce qui concerne la perturbation du sol lors de l'installation. Ma question est, est-ce que vous avez tenu en compte ces limitations lorsque vous avez modélisé votre modèle? Je ne sais pas si ma question est comprise ou non. Oui, oui, mais j'ai compris la question, mais on n'a pas utilisé l'API dans le projet. On a comparé l'API avec nos résultats, c'est-à-dire on a développé un modèle tridimensionnel et on a comparé les résultats obtenus par ce modèle par celles obtenues par le modèle API, parce que le modèle API, c'est encore d'être utilisé dans la pratique, ce n'est pas quelque chose qui était arrêté. Et toujours, tu vois des gens, ils utilisent toujours les API comme c'est quelque chose qui est déjà calibré sur des pieux in situ. D'accord? Mais dans le projet, on n'a pas utilisé on n'a pas utilisé les courbes API. Ah, ok, j'ai compris, pardon. Une autre question, s'il te plaît, c'est à propos de la nature du pieu utilisé. Je n'étais pas en concentration. Si le pieu utilisé est un pieu tubulaire ou c'est-à-dire driving pile ou c'est un pieu en béton utilisé? Oui. C'est ça. Dans le cadre de ce projet, on n'a pas modélisé l'installation. On a pris un pieu qui est déjà wished in place. Ah, ok. Il était un pieu métallique Oui, c'est un pieu hollow cylinder, un pieu métallique ouvert, de section ouverte. Mais on n'a pas considéré, on n'a pas modélisé l'installation. On a pris un pieu wished in place, c'est-à-dire déjà installé dans le sol. C'est-à-dire l'état de concrète dans le sol, c'est au repos. Ok, j'ai compris. Merci, Monsieur Philippe. Merci. Pascal, tu avais une question également. Oui, concernant les modèles qu'on a vus là, je pense que le fait de modéliser la tour avec un profil conique du haut en bas, les erreurs proviennent du fait qu'on n'a pas modélisé les masses de la tour. J'ai déjà constaté ce problème. Et c'est pour ça aussi que la modélisation en 10 parties donne des résultats corrects. Maintenant, j'aurais voulu savoir si ont été testées différentes positions de l'ATMD. Là, il y avait un dessin qui montrait que l'ATMD était positionné au niveau de la turbine. Est-ce qu'il a été testé des positions de l'ATMD à des niveaux autres que le niveau de la turbine sur le mât, par exemple? Merci. Tout d'abord, pour le modèle 3, le modèle 3, c'est-à-dire le modèle simplifié, les propriétés même si c'est un cylindre, les propriétés de ce cylindre sont calculées d'une manière que la masse du tour il est égal à la masse du tour initial, c'est-à-dire on respecte l'hypothèse que les masses sont les mêmes. C'est-à-dire on dit que... Oui, mais quand on fait la déformée modale, quand on a 10 points, on a 10 masses. Et donc là, si on n'a qu'une seule masse qui est au centre de gravité de la tour, on n'a qu'un point. Donc la déformée modale entre le modèle 2 et le modèle 3 n'est pas la même. Et ça joue sur les coefficients de participation au niveau des modes de vibration. Et on n'a pas la même masse modale dans le modèle 2 et le modèle 3. C'est ce que j'avais constaté sur certains de mes modèles de calcul. Oui, ça je suis d'accord avec vous, mais je dis pour la masse, seulement pour clarifier que la masse, dans le modèle 3, on respecte la masse du tour. C'est-à-dire, pour trouver le diamètre du tour équivalent qui est là, c'est un cylindre, ici c'est un conique. Nous sommes en train de respecter l'hypothèse de masse, mais je suis d'accord qu'ici nous sommes en train, la centre de masse de tour qui a déjà une forme conique, c'est différent de la centre de masse
de la tour qui a déjà une forme cylindrique. C'est ça qui est en train de donner la différence au niveau des résultats. Moi, je suis d'accord avec ça. Mais seulement pour clarifier qu'on a déjà respecté la critère du masse. Concernant la position du TMD, pour une éolienne posée sur un monopieux, si nous sommes en train de travailler dans le cadre des chargements seulement, chargement de houle et de vent, la réponse maximale, si on regarde par exemple ici la première fréquence, le premier mode de vibration, on peut voir que la réponse maximale, ça va être au sommet du tour. C'est pour ça qu'on a installé le monopieux dans cet endroit. Par contre, si nous sommes en train de faire l'étude de l'éolienne dans la présence de charges sismiques, il faut déjà étudier la position du TMD, pas seulement au niveau du tour, car il faut déjà mettre une autre TMD peut-être à un autre endroit, je ne sais pas à quelle distance de ce mode de tour, c'est-à-dire il faut déjà étudier l'autre possibilité, mais comme on n'a pas de cas de charge sismique, le point critique, ça va être toujours en haut. Par contre, pour des éoliennes de type flottante, la position, ça va être plutôt dans la plateforme au lieu d'être en haut. Ça dépend. C'est pour ça qu'on a déjà essayé de simuler la réponse en considérant un TMD installé au sommet du tour où il y a la vibration maximale. C'est vrai que c'est sur monopieux. Moi, je m'occupe plutôt de conception de systèmes flottants. Mais il y a une grosse différence quand même, c'est que dans la turbine, eh bien, c'est le turbinier qui doit mettre en place sur le flotteur, puisque c'est ce dont je m'occupe. On n'a pas à gérer le turbinier et donc on pourrait être intéressé pour avoir les conséquences du positionnement d'un ATMD sur un endroit que nous, on gère et pas qui dépend du bon vouloir du turbinier. C'est-à-dire c'est en fonction des critères pratiques plutôt, des contraintes pratiques. Je ne sais pas, pour éolienne flottante, souvent, il installe des TMD dans le plateforme. Je ne sais pas si c'est faisable ou non dans le pratique, mais en théorie, il installe ça là-bas, car là-bas, c'est l'endroit le plus critique à côté du sommet du tour. Pour ton info, Pascal, il y a un nouveau projet WIMEC qui va démarrer, qui s'appelle FemmeFlotte, et qui va traiter justement de cet aspect-là, mais sur des éoliennes flottantes. Donc, ouais. Bon, on n'a pas fini de discuter. C'est moi, Daïk Ahmed, de l'IRENA, qui va encadrer ce projet avec Abed, qui est ici présent, donc Abed Soura. Donc voilà, si tu es intéressé au titre de la plateforme, d'une plateforme mariale, pourquoi pas, hein, je pense qu'il y a une possibilité de discuter sur ce projet-là, qui n'a pas encore démarré. Et dans le cadre de ce projet, hein, je parle sous le contrôle d'Abed qui est là, mais justement, c'est la position idéale du TMD, elle doit être définie dans une première partie. C'est-à-dire que effectivement, là, on est sur du posé, donc on a un point fixe. Donc, on ne se pose pas trop la question, mais dans le cas d'une éolienne flottante, et en fonction des états de mer et des états de vent, la réponse n'est pas forcément aussi évidente. Donc voilà, si tu es intéressé, Pascal, voilà, on pourra te mettre en contact avec les porteurs de ce projet. Mais bon, il va y avoir des changements que tu connais dans pas longtemps. Donc. Toi ou un autre représentant de Marial. Hein. Oui. Voilà. Enfin voilà, je voulais me porter à ta connaissance ce projet qui démarre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Est-ce que dans la salle, il y aura une dernière question? Non, c'est bon. Bah, écoute, Philippe, merci pour ta présentation.